Depuis 1996, le Zaïre est devenu en juillet 1997 la République démocratique du Congo, vit des revendications des Banyamulenge et assimilés. Tantôt ils exigent d'avoir droit à la nationalité congolaise, tantôt ils disent souffrir des discriminations, tantôt ils affirment qu'ils ont peur d'être exterminés. Ce qui est surprenant, c'est que pour résoudre leurs problèmes des nationalités ou des discriminations, ou encore de peur d'être exterminés en RDC, ils n'hésitent ni à prendre les armes, ni à s'en prendre massivement aux populations civiles innocentes, ni même à falsifier l'histoire de la RDC pour imposer leur vision et leurs objectifs. Et à chaque fois, on s'aperçoit que le soutien militaire du régime de Paul Kagame et de ses lobbies en Occident leur est continuellement acquis. En fait, il est désormais manifeste que toutes les guerres sanglantes et meurtrières que connaît l'Est de la RDC depuis la chute du président Mobutu, à laquelle les Banyamulenge ont largement pris part, sont toujours en lien direct ou indirect avec les droits ou l'identité des Banyamulenge. En général, lorsque ces guerres ne sont pas menées par les Banyamulenge eux-mêmes, elles sont menées par leurs alliés ou leurs défenseurs parmi lesquels se trouvent constamment Paul Kagame et ses troupes. Les Rwandais ont donc clairement essayé depuis 1994 soit leur base arrière, soit leur principal soutien militaire. Ce que l'on peut retenir pour l'instant est que ces guerres atroces et épuisantes qui ont déjà tué des millions de Congolais et entraîné des viols des centaines de milliers de femmes dans ces pays ne semblent pas avoir réglé tous les problèmes des Banyamulenge. Comment expliquer que sur plus de 400 groupes ethniques qui comptent la RDC, y compris les minorités les plus discriminées et les plus marginalisées comme les Pygmées, seuls les Banyamulenge et leurs alliés s'illustrent par des atrocités récurrentes ou par la violence armée? Quel objectif poursuivent-ils exactement pour terroriser les civils congolais et vouloir détruire toute une partie des populations de l'Est de ces pays? Pour tenter de comprendre cette situation dramatique dans laquelle se trouve la société civile congolaise désormais en proie à la peur et à la colère, une analyse approfondie de la question des populations dites Banyamulenge ou rwandophones et des guerres qu'elles conduisent indéfiniment sur les territoires congolais est nécessaire. La gravité de la situation oblige donc à se demander quelle dette paye le peuple congolais vis-à-vis des Banyamulenge. L'élimination d'un grand nombre de Congolais ainsi que les viols massifs des femmes congolaises se ferait-il seulement au nom de la lutte contre la discrimination des Banyamulenge en RDC? En d'autres termes, les Congolais et les Congolais seraient-ils sans le savoir l'objet d'une guerre préventive dans l'optique de régler politiquement, efficacement et durablement la question des Banyamulenge en RDC? Dans un contexte où l'émotion et l'horreur gagnent chaque jour du terrain et où la propagande politique et médiatique autour des Banyamulenge est plus que jamais omniprésente, il est judicieux de savoir de quoi l'on parle exactement et de qui l'on parle exactement. Pour cela, quelques repères historiques sont indispensables pour fixer les choses et ne pas égarer ceux qui ne comprennent pas les enjeux qui entourent cette question obscure des Banyamulenge en RDC. Tout commence en 1971 lorsque le président Mobutu signe l'ordonnance Loi 71/020 du 20 mars 1971, ainsi libellée « Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise à la date susdite ». Ce texte devient immédiatement l'acte fondateur du droit à la nationalité accordé aux réfugiés originaires du Rwanda et du Burundi. Il faut rappeler qu'il y a des Hutus et des Tutsis venus du Rwanda et du Burundi à cette période-là au Zaïre. C'est ainsi que ceux qui se font appeler Banyamulenge vont obtenir massivement la nationalité zaïroise. Cette décision va provoquer des remous dans la population du Kivu qui verra non pas un acte délibéré du chef de l'État zaïrois, mais une manœuvre de son directeur des cabinets en la personne de Barthélemy Bisengimana, un Tutsi d'origine rwandaise, connu avant la nomination au cabinet du chef de l'État comme ancien président des étudiants rwandais à l'université Lovanium de Léopoldville. Pour les populations du Kivu, cet acte d'attribution collective de la nationalité zaïroise à des réfugiés rwandais ou Banyarwanda serait susceptible d'engendrer des troubles majeurs dans les pays. Ce n'est pas la vision du président Mobutu qui considère que ces Rwandais présents dans son territoire ne doivent pas être différents des Zaïrois. Il adopte quelque peu la même proposition que les présidents ivoiriens Houphouët-Boigny qui intégrait beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire dans les années 1970. Les populations du Kivu ont-elles quand même raison de craindre des troubles après cette décision présidentielle? Apparemment, l'histoire des réfugiés Tutsis au Kivu leur a appris que la paix n'est pas toujours une donnée naturelle.
Après cette réalité illustrée par un document inédit retrouvé dans les archives diplomatiques de la Confédération helvétique, il s'agit de la lettre que M. Charles Martel Dabingwa, président intérimaire du gouvernement du Nord Kivu, adresse en 1964 à M. François Preziosi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le représentant du Kivu y déclare au terme d'un entretien avec les responsables du HCR: « J'ai l'honneur de vous faire savoir que suite à la situation tout à fait catastrophique actuellement dans la province du Nord Kivu, occasionnée par de mouvements destructifs de Rwandais réfugiés dans notre province, il vous est interdit d'avoir accès aux endroits habités par les réfugiés en question jusqu'à nouvel ordre. Je porte en outre à votre connaissance que pour des raisons de sécurité, le gouvernement provincial du Nord Kivu se propose de déplacer tous les réfugiés Tutsis se trouvant dans les centres des Bibwe et Ihula en 1959. Les intéressés seront placés dans des autres endroits au sein même de la province du Nord Kivu. Cet endroit vous sera communiqué ultérieurement en temps utile afin de vous permettre de continuer vos actions concernant les réfugiés. Les massacres et rébellions ci-dessous évoqués seront donc provoqués par une partie des réfugiés Tutsis qui avaient perdu le pouvoir au Rwanda en 1959. Ces derniers n'étaient pas nécessairement en phase avec la première vague des travailleurs immigrés Tutsis arrivés au Congo entre 1900 et 1930 sous l'impulsion de l'administration coloniale ou des milieux des affaires belges. Dans un rapport de chefferie de Bafulero et de Bavira, établi à la suite d'une réunion du 19 septembre 1966, à laquelle participent le Mwami Simba, le Mwami Kabali Rampa, ainsi que des officiers de l'armée, on comprend mieux ce qui s'est réellement passé. Les chefs coutumiers expliquent dans ces rapports que les rebelles ont détruit les archives des territoires d'Uvira en menant des raids contre les civils. Les Banyarwanda ou réfugiés Tutsis impliqués dans la rébellion congolaise avaient manifestement ciblé les locaux où se trouvaient les archives pour effacer les traces de leur histoire en tant que réfugiés au Congo. À l'arrivée de troupes gouvernementales, ils prennent immédiatement la fuite vers la Tanzanie et les Burundi. Pourquoi détruire les archives de territoire d'Uvira puisqu'elles permettent de retrouver la mémoire des données et des peuples qui demeurent ainsi que les éléments de preuve sur les questions politiques, administratives et migratoires. La conséquence directe de cette destruction d'archives est la disparition des données statistiques des Banyarwanda. Les chefs coutumiers Bafulero et Bavira se voient en 1966 dans l'impossibilité de fournir des données précises sur les nombres des réfugiés rwandais se trouvant sur leur territoire. Pour les chefs Bafulero, il y avait environ 10 000 réfugiés Tutsis installés à Katobo par les HCR avant le déclenchement de la rébellion en 1964. Il en restera précisément 1327. Pour le chef coutumier Kabale de Bavira, 650 Banyarwanda résidant dans sa chefferie en 1966. Il précise qu'ils y sont arrivés entre 1900 et 1910 et qu'ils ont été recensés comme Congolais. Ils constituent donc, selon le Mwami Kabale Rampa, 1,5% de la population pour une population totale de 126 817 personnes. Suite à la destruction des archives des territoires d'Uvira, les Mwami Simba demandent de renvoyer chez eux au Rwanda tous les réfugiés qui participent à la rébellion. Les originaires du Nord Kivu considèrent pour leur part que le gouvernement provincial avait chargé la mission d'immigration de la population d'installer les réfugiés Tutsis à Bibwe et à Ihula. Ainsi, 10 000 réfugiés ont été transportés à Bibwe et 6 000 à Ihula. À la suite de troubles de 1964 et l'implication de ces derniers dans la rébellion, la plupart des réfugiés ont fui vers l'Ouganda. Ces réfugiés avaient en général 3 types de documents pour les identifier. Une attestation d'identité délivrée par le chef de la MIP, un permis de séjour provisoire et un livret congolais portant mention réfugiés rwandais. En 1966, suite aux problèmes causés par les réfugiés rwandais entre 1964 et 1965, les autorités congolaises créent une mission d'enquête dirigée par Albert Teiwen. Celle-ci conclut qu'il y a 4 problèmes. Entre 1964 et 1965, des troubles ont éclaté entre le Rwandais et Congolais à Masisi. Une tension continue de régner entre les Congolais et les Rwandais à Masisi. Les Congolais craignent d'être écrasés par les Rwandais, ces derniers étant majoritaires dans certains territoires. Les Rwandais, eux, demandent la nationalité congolaise et les droits politiques. Il est incontestable que la situation est déjà
explosif avec certains réfugiés du Rwanda, notamment avec la vague Tutsi de 1959 installée par les HCR en collaboration avec la Croix-Rouge dans les centres de Katobo, Mulenge et Lemera dans les territoires d'Uvira. Pendant les raids qu'organisait la rébellion en 1964, près de 3000 réfugiés de ces centres ont été évacués en Tanzanie. Ces réfugiés Tutsis en voulaient particulièrement au clergé et à l'administration belge qui avait soutenu le Hutu lors de la révolution ayant conduit à la chute de la monarchie Tutsi au Rwanda. Dans une tribune du 26 août 1961, certains de ces Tutsis se disant patriotes rwandais réfugiés au Kivu-Maniema écrivent « L'administration belge est coupable et doit être punie par l'ONU pour avoir assumé la responsabilité du territoire du Rwanda. Plusieurs fois, nous nous sommes demandé quelles étaient les raisons qui ont poussé les colonialistes à opprimer un pays qui n'a pas un sous-sol fabuleux comme celui du Congo. Ces Tutsis réfugiés au Kivu-Maniema se considèrent comme patriotes rwandais et soulignent en 1961 que leur pays, le Rwanda, n'a pas un sous-sol riche en minerais comme le Congo. Seulement dans la suite de leur tribune, ils affirment que leur pays, le Rwanda, est d'une importance stratégique considérable. C'est lui qui aura une base pour contrôler toute l'Afrique centrale. Cette phrase lourde de sens serait-elle révélatrice de la vision qu'ils ont du Rwanda et pourrait-elle expliquer une partie du soutien militaire que le Rwanda aujourd'hui apporte depuis plus de 2 décennies au Banyamulenge? Il faut souligner que la perte du pouvoir de Tutsi du Rwanda en 1959 fut traumatisante pour eux. Non seulement ils ne pensaient pas perdre ses pouvoirs, tout comme leur hégémonie sur d'autres populations du Rwanda, mais ils n'ont jamais envisagé d'être gouvernés par les Hutus. La question est de savoir si les Tutsis du Rwanda envisageaient déjà, en s'emparant du pouvoir en 1994, de contrôler l'Afrique centrale, comme l'évoque dans cette tribune, et donc de créer un Tutsiland. Ce qui est clair, c'est que ces Tutsis rwandais ont commencé à s'investir pleinement dans les actions politico-militaires d'appui au mouvement insurrectionnel des années 1960-1970, soutenus par les communistes chinois au Congo, en Ouganda, en Tanzanie et au Soudan. Les services de renseignement belges et les Américains sont parfaitement au courant de cette réalité. Par exemple, les groupes consultatifs de l'OTAN ont pu établir dans un document secret du 16 mars 1965 que de nombreux réfugiés Tutsis originaires du Rwanda, remuants et favorables aux rebelles congolais, sont hébergés en territoire du Burundi. D'ailleurs, les agents de renseignement de l'OTAN découvriront à cette période que 79 tonnes d'armes et des munitions en provenance de la Chine populaire et destinées aux rebelles congolais sont stockées au camp militaire de Gitega par l'armée Tutsi au pouvoir à Bujumbura. Il faut rappeler que les Burundis gouvernés ces années-là par des Tutsis fut longtemps une base arrière des Tutsis rwandais qui avaient perdu pouvoir chez eux en 1959. Autrement dit, les liens entre ces Tutsis désormais réfugiés au Congo et ceux détenant le pouvoir au Burundi à la même période sont restés très solides. On peut donc penser qu'une forme de solidarité communautaire transfrontalière commençait déjà à s'exprimer à travers des actions paramilitaires clandestines. Grâce à ces liens, les réfugiés Tutsis du Rwanda créent sur les territoires congolais des commandos paramilitaires dénommés par eux-mêmes Inyenzi. Ce qui peut se traduire littéralement par membres de la milice qui se sont jurés d'être importants. Inyenzi veut aussi dire « Kankréla » en français, ce qui peut faire référence à la rapidité fulgurante des attaques de commandos qui filent à la vitesse de Kankréla. Paul Kagame et ses soutiens ont toutefois réussi à faire croire en 1994 que cette dénomination révélait essentiellement d'une stigmatisation de Tutsis de la part de Hutus, s'agissant précisément des réfugiés Tutsis et du rôle joué par leur commando Inyenzi dans la déstabilisation du Congo des années 1960. Il est donc incontestable que les réfugiés Tutsis du Rwanda se trouvant sur les territoires congolais, du Kivu, y conduisaient déjà dans les années 1963 des actions politico-militaires pour déstabiliser tantôt le Rwanda, tantôt les Congos. Il n'est pas exclu qu'il s'y soit également établi pour ce que représente les Kivu sur le plan économique. En effet, dans un document des recherches universitaires belges publié en 1963, on peut lire « Bien que l'on ait coutume de dire que le Kivu est le grenier de la République,
il est important de remarquer que les possibilités économiques du Kivu central ne s'arrêtent pas à son agriculture diversifiée qui les place au premier plan de l'agriculture du pays. Le Kivu central dispose en effet des ressources minières explorées de tout genre et qui les place parmi les provinces minières les plus importantes de la République. Malgré l'activisme politique de ces réfugiés Tutsis au Congo, les données dont dispose le HCR au cours de cette période sont sans ambiguïté. Au début des années 1964, il y avait au Congo approximativement 40 000 réfugiés rwandais dont 13 000 recevaient une assistance internationale visant à leur permettre de se réinstaller dans ces pays. Les programmes d'assistance au Congo ont été gravement compromis par les troubles revenus dans la province du Kivu en 1964. Au 31 décembre 1964, quelques 1300 réfugiés avaient été réinstallés en Tanzanie grâce à l'organisation d'un pont aérien entre Goma, dans le nord de la province du Kivu, et Tabora sur les plateaux des Mwezi en Tanzanie où on s'emploie actuellement à les installer dans l'agriculture. Le HCR ajoute: le nombre de Rwandais réfugiés au Burundi qui, en 1963, était au total quelques 26 000 personnes groupées pour la plupart dans les 3 zones d'installation des Kayongozi, Kingamba, Muramba, a augmenté de 13 000 à la fin de 1963 et au début de 1964 à la suite d'un afflux de 9 000 nouveaux arrivants qui vivaient jusque-là dans la province centrale du Kivu, dans la République démocratique du Congo. Dans sa lettre du 3 juillet 1965 au gouvernement de la province du Nord Kivu, les chargés de mission du HCR, Robert Boussard, affirment que c'est pour éviter que ces réfugiés n'encombrent la ville de Goma que leur transfert a été fait dans les centres des Biboué et Ihula, où ils pourront travailler en attendant qu'une solution définitive soit trouvée pour eux. La visite du camp des Biboué a bien eu lieu le 6 octobre 1966. La question qui se pose ici reste à savoir: pourquoi des réfugiés qui ont généralement tendance à se faire discrets et à respecter les pays qui les accueillent peuvent-ils manifester de comportements belliqueux dans leur pays hôte? La réponse à cette question est donnée par les chercheurs et historiens Stanislas Bichalimwe Mararo qui rappellent l'existence d'un plan de colonisation du Kivu par des Tutsis suite aux troubles de 1962. Il est effectivement curieux d'apprendre dans un document de 2 pages intitulé « Les plans de colonisation Tutsi du Kivu » remis en 1996 à la commission parlementaire zaïroise et qui date du 22 septembre 1962, que tout intellectuel Mututsi est tenu de se faire un ami dans tous les services administratifs de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ces services en vue de se préparer au remplacement éventuel du responsable. Les auteurs de ces documents expliquent ceci: puisque nous sommes numériquement faibles au Kivu et que pendant les élections de 1960, nous avons réussi à nous fixer au pouvoir en nous servant de la naïveté de Bantou et que d'autre part, notre malignité a été découverte un peu plus tard par les Congolais. Tout Mututsi, de quelque région qu'il soit, doit appliquer le plan ci-dessous, le plan de colonisation, et y réserver une très large diffusion dans les milieux Tutsi du district des Volcans. Stanislas Bichalimwe précise qu'un diplomate de la mission de l'ONU en RDC lui avait remis un document secret qui porte sur l'implication de Tutsis réfugiés dans la rébellion de 1964-1965 et qui montre déjà leur ambition territoriale à l'époque sur les Kivu. On découvre aussi dans ces documents secrets que les actions militaires menées contre le Congo viennent d'un réseau organisé de Tutsis du Burundi, de Tanzanie, d'Ouganda et de l'intérieur du Congo. L'historien explique surtout que les Kivu fut placé au cœur de la guerre régionale des Tutsis réfugiés rwandais par ces derniers eux-mêmes depuis 1960, étant le seul acteur à la fois locaux, nationaux et régionaux fortement financés et armés par les soviétiques et les chinois. Ils ont travaillé pour infléchir le paysage politique en leur faveur, en maintenant une situation instable au Kivu, en empêchant les institutions démocratiques de fonctionner normalement. Et c'est jusqu'à leur entrée au cœur du pouvoir à partir des années 66 et 69 à travers Barthélemy Bisengi Mana. En réalité, ces Tutsis ont profité des affrontements Est-Ouest pour obtenir le soutien de la Chine pendant la guerre froide et s'armer pour continuer leur combat.
Constatant donc que ces réfugiés rwandais s'impliquent avec obstination et un certain zèle dans les activités politico-militaires des rebelles congolais en 1964, les délégués du HCR leur adressent un communiqué officiel en disant « Réfugiés rwandais ou Banyarwanda, nous vous demandons de rester strictement neutres. Vous avez obtenu l'asile politique au Congo à condition que vous ne vous occupiez en aucune façon de la politique. Si quelqu'un vient solliciter votre appui, vous devez répondre qu'en tant qu'étranger réfugié et hôte de la République démocratique du Congo, vous ne devrez pas prendre part à quelque mouvement politique que ce soit. » Ces messages furent également traduits en Kinyarwanda pour s'assurer que ceux qui ne parlent pas les Français les comprennent. La question qui se pose est de savoir: s'il est donc établi que les Tutsis qui sont arrivés au Congo en 1959 et bien après sont incontestablement des réfugiés rwandais ou Banyarwanda, d'après le Congolais et les rapports du HCR, comment ont-ils alors pu passer des statuts des réfugiés rwandais ou Banyarwanda à celui de Banyamulenge? C'est le point le plus intéressant qui préoccupe beaucoup de Congolais aujourd'hui. En 1994, lorsque les troupes Tutsis de Paul Kagame prennent le pouvoir au Rwanda et que la pression des réfugiés rwandais, cette fois Hutus, s'exerce à nouveau sur les Zaïres, les parlementaires zaïrois décident de se pencher sur cette question. Le 18 août 1994, une commission composée des 10 conseillers de la République est créée sous la présidence de Vangu Mambweni. Elle est immédiatement dépêchée à l'est du Zaïre pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans la région du Nord et Sud Kivu suite à l'entrée massive des réfugiés rwandais. Depuis 1996, le Zaïre est devenu en juillet 1997 la République démocratique du Congo, vit des revendications des Banyamulenge et assimilés. Tantôt ils exigent d'avoir droit à la nationalité congolaise, tantôt ils disent souffrir des discriminations, tantôt ils affirment qu'ils ont peur d'être exterminés. Ce qui est surprenant, c'est que pour résoudre leurs problèmes des nationalités ou des discriminations, ou encore de peur d'être exterminés en RDC, ils n'hésitent ni à prendre les armes, ni à s'en prendre massivement aux populations civiles innocentes, ni même à falsifier l'histoire de la RDC pour imposer leur vision et leurs objectifs. Et à chaque fois, on s'aperçoit que le soutien militaire du régime de Paul Kagame et de ses lobbies en Occident leur est continuellement acquis. En fait, il est désormais manifeste que toutes les guerres sanglantes et meurtrières que connaît l'Est de la RDC depuis la chute du président Mobutu, à laquelle les Banyamulenge ont largement pris part, sont toujours en lien direct ou indirect avec les droits ou l'identité des Banyamulenge. En général, lorsque ces guerres ne sont pas menées par les Banyamulenge eux-mêmes, elles sont menées par leurs alliés ou leurs défenseurs parmi lesquels se trouvent constamment Paul Kagame et ses troupes. Les Rwandais ont donc clairement essayé depuis 1994 soit leur base arrière, soit leur principal soutien militaire. Ce que l'on peut retenir pour l'instant est que ces guerres atroces et épuisantes qui ont déjà tué des millions de Congolais et entraîné des viols des centaines de milliers de femmes dans ces pays ne semblent pas avoir réglé tous les problèmes des Banyamulenge. Comment expliquer que sur plus de 400 groupes ethniques qui comptent la RDC, y compris les minorités les plus discriminées et les plus marginalisées comme les Pygmées, seuls les Banyamulenge et leurs alliés s'illustrent par des atrocités récurrentes ou par la violence armée? Quel objectif poursuivent-ils exactement pour terroriser les civils congolais et vouloir détruire toute une partie des populations de l'Est de ces pays? Pour tenter de comprendre cette situation dramatique dans laquelle se trouve la société civile congolaise désormais en proie à la peur et à la colère, une analyse approfondie de la question des populations dites Banyamulenge ou rwandophones et des guerres qu'elles conduisent indéfiniment sur les territoires congolais est nécessaire. La gravité de la situation oblige donc à se demander quelle dette paye le peuple congolais vis-à-vis des Banyamulenge. L'élimination d'un grand nombre de Congolais ainsi que les viols massifs des femmes congolaises se ferait-il seulement au nom de la lutte contre la discrimination des Banyamulenge en RDC? En d'autres termes, les Congolais et les Congolais seraient-ils sans le savoir l'objet d'une guerre préventive dans l'optique de régler politiquement, efficacement et durablement la question des Banyamulenge en RDC? Dans un contexte où l'émotion et l'horreur gagnent chaque jour du terrain et où la propagande politique et médiatique autour des Banyamulenge est plus que jamais omniprésente, il est judicieux de savoir de quoi l'on parle exactement et de qui l'on parle exactement. Pour cela, quelques repères historiques sont indispensables pour fixer les choses et ne pas égarer ceux qui ne comprennent pas les enjeux qui entourent cette question obscure des Banyamulenge en RDC.
Tout commence en 1971 lorsque le président Mobutu signe l'ordonnance loi 71/020 du 20 mars 1971, ainsi libellée. Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité congolaise à la date susdite. Ce texte devient immédiatement l'acte fondateur du droit à la nationalité accordé aux réfugiés originaires du Rwanda et du Burundi. Il faut rappeler qu'il y a des Hutus et des Tutsis venus du Rwanda et du Burundi à cette période-là au Zaïre. C'est ainsi que ceux qui se font appeler Banyamulenge vont obtenir massivement la nationalité zaïroise. Cette décision va provoquer des rémues dans la population du Kivu qui verra non pas un acte délibéré du chef de l'État zaïrois, mais une manœuvre de son directeur des cabinets en la personne de Barthélemy Bisengimana, un Tutsi d'origine rwandaise, connu avant la nomination au cabinet du chef de l'État comme ancien président des étudiants rwandais à l'université Lovanium de Léopoldville. Pour les populations du Kivu, cet acte d'attribution collective de la nationalité zaïroise à des réfugiés rwandais ou Banyarwanda serait susceptible d'engendrer des troubles majeurs dans les pays. Ce n'est pas la vision du président Mobutu qui considère que ces Rwandais présents dans son territoire ne doivent pas être différents des Zaïrois. Il adopte quelque peu la même proposition que les présidents ivoiriens Houphouët-Boigny qui intégraient beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire dans les années 1970. Les populations du Kivu ont-elles quand même raison de craindre des troubles après cette décision présidentielle? Apparemment, l'histoire des réfugiés Tutsis au Kivu leur a appris que la paix n'est pas toujours une donnée naturelle. Après cette réalité illustrée par un document inédit retrouvé dans les archives diplomatiques de la Confédération helvétique, il s'agit de la lettre que M. Charles Martel Dabingwa, président intérimaire du gouvernement du Nord Kivu, adresse en 1964 à M. François Preziosi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le représentant du Kivu y déclare au terme d'un entretien avec les responsables du HCR « J'ai l'honneur de vous faire savoir que suite à la situation tout à fait catastrophique actuellement dans la province du Nord Kivu, occasionnée par des mouvements destructifs de Rwandais réfugiés dans notre province, il vous est interdit d'avoir accès aux endroits habités par les réfugiés en question jusqu'à nouvel ordre. Je porte en outre à votre connaissance que pour des raisons de sécurité, le gouvernement provincial du Nord Kivu se propose de déplacer tous les réfugiés Tutsis se trouvant dans les centres des Biboué et Ihula en 1959. Les intéressés seront placés dans des autres endroits au sein même de la province du Nord Kivu. Cet endroit vous sera communiqué ultérieurement en temps utile afin de vous permettre de continuer vos actions concernant les réfugiés. Les massacres et rébellions ci-dessous évoqués seront donc provoqués par une partie des réfugiés Tutsis qui avaient perdu le pouvoir au Rwanda en 1959. Ces derniers n'étaient pas nécessairement en phase avec la première vague des travailleurs immigrés Tutsis arrivés au Congo entre 1900 et 1930 sous l'impulsion de l'administration coloniale ou des milieux des affaires belges. Dans un rapport de chefferie de Bafulero et de Bavira, établi à la suite d'une réunion du 19 septembre 1966, à laquelle participent le Mwami Simba, le Mwami Kabali Rampa, ainsi que des officiers de l'armée, on comprend mieux ce qui s'est réellement passé. Les chefs coutumiers expliquent dans ces rapports que les rebelles ont détruit les archives des territoires d'Uvira en menant des raids contre les civils. Les Banyarwanda ou réfugiés Tutsis impliqués dans la rébellion congolaise avaient manifestement ciblé les locaux où se trouvaient les archives pour effacer les traces de leur histoire en tant que réfugiés au Congo. À l'arrivée de troupes gouvernementales, ils prennent immédiatement la fuite vers la Tanzanie et les Burundi. Pourquoi détruire les archives de territoire d'Uvira puisqu'elles permettent de retrouver la mémoire des données et des peuples qui demeurent ainsi que les éléments de preuve sur les questions politiques, administratives et migratoires. La conséquence directe de cette destruction d'archives est la disparition des données statistiques des Banyarwanda. Les chefs coutumiers Bafulero et Bavira se voient en 1966 dans l'impossibilité de fournir des données précises sur les nombres des réfugiés rwandais se trouvant sur leur territoire. Pour les chefs Bafulero, il y avait environ 10 000 réfugiés Tutsis installés à Katobo par les HCR avant le déclenchement de la rébellion en 1964. Il en restera précisément 1327. Pour le chef coutumier Kabale de Bavira, 650 Banyarwanda résidant dans sa chefferie en 1966,
Il précise qu'ils y sont arrivés entre 1900 et 1910 et qu'ils ont été recensés comme Congolais. Ils constituent donc, selon le Mwami Kabale Rampa, 1,5% de la population pour une population totale de 126 817 personnes. Suite à la destruction des archives des territoires d'Uvira, les Mwami Simba demandent de renvoyer chez eux au Rwanda tous les réfugiés qui participent à la rébellion. Les originaires du Nord Kivu considèrent pour leur part que le gouvernement provincial avait chargé la mission d'immigration de la population d'installer les réfugiés Tutsis à Bibwe et à Héoula. Ainsi, 10 000 réfugiés ont été transportés à Bibwe et 6 000 à Héoula. À la suite de troubles de 1964 et l'implication de ces derniers dans la rébellion, la plupart des réfugiés ont fui vers l'Ouganda. Ces réfugiés avaient en général 3 types de documents pour les identifier. Une attestation d'identité délivrée par le chef de la MIP, un permis de séjour provisoire et un livret congolais portant mention réfugiés rwandais. En 1966, suite aux problèmes causés par les réfugiés rwandais entre 1964 et 1965, les autorités congolaises créent une mission d'enquête dirigée par Albert Tewen. Celle-ci conclut qu'il y a 4 problèmes. Entre 1964 et 1965, des troubles ont éclaté entre le Rwandais et Congolais à Masisi. Une tension continue de régner entre les Congolais et les Rwandais à Masisi. Les Congolais craignent d'être écrasés par les Rwandais, ces derniers étant majoritaires dans certains territoires. Les Rwandais, eux, demandent la nationalité congolaise et les droits politiques. Il est incontestable que la situation est déjà explosive avec certains réfugiés du Rwanda, notamment avec la vague Tutsi de 1959 installée par les HCR en collaboration avec la Croix-Rouge dans les centres de Katobo, Mulenge et Lemera dans les territoires d'Uvira. Pendant les raids qu'organisait la rébellion en 1964, près de 3000 réfugiés de ces centres ont été évacués en Tanzanie. Ces réfugiés Tutsis en voulaient particulièrement au clergé et à l'administration belge qui avait soutenu le Hutu lors de la révolution ayant conduit à la chute de la monarchie Tutsi au Rwanda. Dans une tribune du 26 août 1961, certains de ces Tutsis se disant patriotes rwandais réfugiés au Kivu-Maniema écrivent « L'administration belge est coupable et doit être punie par l'ONU pour avoir assumé la responsabilité du territoire du Rwanda. Plusieurs fois, nous nous sommes demandé quelles étaient les raisons qui ont poussé les colonialistes à opprimer un pays qui n'a pas un sous-sol fabuleux comme celui du Congo. Ces Tutsis réfugiés au Kivu-Maniema se considèrent comme patriotes rwandais et soulignent en 1961 que leur pays, le Rwanda, n'a pas un sous-sol riche en minerais comme le Congo. Seulement, dans la suite de leur tribune, ils affirment que leur pays, le Rwanda, est d'une importance stratégique considérable. C'est lui qui aura une base pour contrôler toute l'Afrique centrale. Cette phrase lourde de sens serait-elle révélatrice de la vision qu'ils ont du Rwanda et pourrait-elle expliquer une partie du soutien militaire que le Rwanda aujourd'hui apporte depuis plus de 2 décennies au Banyamulenge? Il faut souligner que la perte du pouvoir de Tutsi du Rwanda en 1959 fut traumatisante pour eux. Non seulement ils ne pensaient pas perdre ses pouvoirs, tout comme leur hégémonie sur d'autres populations du Rwanda, mais ils n'ont jamais envisagé d'être gouvernés par les Hutus. La question est de savoir si les Tutsis du Rwanda envisageaient déjà, en s'emparant du pouvoir en 1994, de contrôler l'Afrique centrale, comme l'évoque dans cette tribune, et donc de créer un Tutsiland. Ce qui est clair, c'est que ces Tutsis rwandais ont commencé à s'investir pleinement dans les actions politico-militaires d'appui au mouvement insurrectionnel des années 1960-1970, soutenus par les communistes chinois au Congo, en Ouganda, en Tanzanie et au Soudan. Les services de renseignement belges et les Américains sont parfaitement au courant de cette réalité. Par exemple, les groupes consultatifs de l'OTAN a pu établir dans un document secret du 16 mars 1965 que de nombreux réfugiés Tutsis originaires du Rwanda, remuants et favorables aux rebelles congolais, sont hébergés en territoire du Burundi. D'ailleurs, les agents de renseignement de l'OTAN découvriront à cette période que 79 tonnes d'armes et des munitions en provenance de la Chine populaire et destinées aux rebelles congolais sont stockées au camp militaire de Gitega par l'armée Tutsi au pouvoir à Bujumbura. Il faut rappeler que les Burundis gouvernés ces années-là par des Tutsis fut longtemps une base arrière des Tutsis rwandais qui avaient
perdu pouvoir chez eux en 1959. Autrement dit, les liens entre ces Tutsis désormais réfugiés au Congo et ceux détenant le pouvoir au Burundi à la même période sont restés très solides. On peut donc penser qu'une forme de solidarité communautaire transfrontalière commençait déjà à s'exprimer à travers des actions paramilitaires clandestines. Grâce à ces liens, les réfugiés Tutsis du Rwanda créent sur les territoires congolais des commandos paramilitaires dénommés par eux-mêmes Inyenzi. Ce qui peut se traduire littéralement par membres de la milice qui se sont jurés d'être importants. Inyenzi veut aussi dire « concret là » en français, ce qui peut faire référence à la rapidité fulgurante des attaques de commandos qui filent à la vitesse de concret là. Paul Kagame et ses soutiens ont toutefois réussi à faire croire en 1994 que cette dénomination révélait essentiellement d'une stigmatisation de Tutsis de la part de Hutus, s'agissant précisément des réfugiés Tutsis et du rôle joué par leur commando Inyenzi dans la déstabilisation du Congo des années 1960. Il est donc incontestable que les réfugiés Tutsis du Rwanda se trouvant sur les territoires congolais, du Kivu, y conduisaient déjà dans les années 1963 des actions politico-militaires pour déstabiliser tantôt le Rwanda, tantôt les Congos. Il n'est pas exclu qu'ils s'y soient également établis pour ce que représente les Kivu sur le plan économique. En effet, dans un document des recherches universitaires belges publié en 1963, on peut lire « Bien que l'on ait coutume de dire que le Kivu est le grenier de la République, il est important de remarquer que les possibilités économiques du Kivu central ne s'arrêtent pas à son agriculture diversifiée qui les place au premier plan de l'agriculture du pays. Les Kivu central disposent en effet des ressources minières explorées de tout genre et qui les place parmi les provinces minières les plus importantes de la République. Malgré l'activisme politique de ces réfugiés Tutsis au Congo, les données dont dispose le HCR au cours de cette période sont sans ambiguïté. Au début des années 1964, il y avait au Congo approximativement 40 000 réfugiés rwandais dont 13 000 recevaient une assistance internationale visant à leur permettre de se réinstaller dans ces pays. Les programmes d'assistance au Congo ont été gravement compromis par les troubles revenus dans la province du Kivu en 1964. Au 31 décembre 1964, quelques 1300 réfugiés avaient été réinstallés en Tanzanie grâce à l'organisation d'un pont aérien entre Goma, dans le nord de la province du Kivu, et Tabora sur les plateaux des Mwezi en Tanzanie où on s'emploie actuellement à les installer dans l'agriculture. Le HCR ajoute « Le nombre de Rwandais réfugiés au Burundi qui, en 1963, était au total quelques 26 000 personnes groupées pour la plupart dans les 3 zones d'installation des Kayongozi, Kingamba, Muramba, a augmenté de 13 000 à la fin de 1963 et au début de 1964 à la suite d'un afflux de 9 000 nouveaux arrivants qui vivaient jusque-là dans la province centrale du Kivu, dans la République démocratique du Congo. Dans sa lettre du 3 juillet 1965 au gouvernement de la province du Nord Kivu, les chargés de mission du HCR, Robert Boussard, affirment que c'est pour éviter que ces réfugiés n'encombrent la ville de Goma que leur transfert a été fait dans les centres des Biboué et Ihula, où ils pourront travailler en attendant qu'une solution définitive soit trouvée pour eux. La visite du camp des Biboué a bien eu lieu le 6 octobre 1966. La question qui se pose ici reste à savoir, pourquoi des réfugiés qui ont généralement tendance à se faire discrets et à respecter les pays qui les accueillent peuvent-ils manifester de comportements belliqueux dans leur pays hôte? La réponse à cette question est donnée par les chercheurs et historiens Stanislas Pichalimwe Mararo qui rappellent l'existence d'un plan de colonisation du Kivu par des Tutsis suite aux troubles de 1962. Il est effectivement curieux d'apprendre dans un document de 2 pages intitulé « Les plans de colonisation Tutsis du Kivu » remis en 1996 à la commission parlementaire zaïroise et qui date du 22 septembre 1962, que tout intellectuel Mututsi est tenu de se faire un ami dans tous les services administratifs de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ces services en vue de se préparer au remplacement éventuel du responsable. Les auteurs de ces documents expliquent ceci.
Puisque nous sommes numériquement faibles au Kivu et que pendant les élections de 1960, nous avons réussi à nous fixer au pouvoir en nous servant de la naïveté de Bantou et que d'autre part, notre malignité a été découverte un peu plus tard par les Congolais. Tout Mututsi, de quelque région qu'il soit, doit appliquer le plan ci-dessous, le plan de colonisation, et y réserver une très large diffusion dans les milieux Tutsi du district des volcans. Stanislas Michelimoué précise qu'un diplomate de la mission de l'ONU en RDC lui avait remis un document secret qui porte sur l'implication de Tutsis réfugiés dans la rébellion de 1964-1965 et qui montre déjà leur ambition territoriale à l'époque sur les Kivu. On découvre aussi dans ces documents secrets que les actions militaires menées contre le Congo viennent d'un réseau organisé de Tutsis du Burundi, de Tanzanie, d'Ouganda et de l'intérieur du Congo. L'historien explique surtout que les Kivu furent placés au cœur de la guerre régionale des Tutsis réfugiés rwandais par ces derniers eux-mêmes depuis 1960, étant le seul acteur à la fois locaux, nationaux et régionaux fortement financés et armés par les soviétiques et les chinois, ils ont travaillé pour infléchir le paysage politique en leur faveur, en maintenant une situation instable au Kivu, en empêchant les institutions démocratiques de fonctionner normalement. Et c'est jusqu'à leur entrée au cœur du pouvoir à partir des années 66 et 69 à travers Barthélemy Bisengi Mana. En réalité, ces Tutsis ont profité des affrontements Est-Ouest pour obtenir le soutien de la Chine pendant la guerre froide et s'armer pour continuer leur combat. Constatant donc que ces réfugiés rwandais s'impliquent avec obstination et un certain zèle dans les activités politico-militaires des rebelles congolais en 1964, les délégués du HCR leur adressent un communiqué officiel en disant « Réfugiés rwandais ou Banyarwanda, nous vous demandons de rester strictement neutres. Vous avez obtenu l'asile politique au Congo à condition que vous ne vous occupiez en aucune façon de la politique. Si quelqu'un vient solliciter votre appui, vous devez répondre qu'en tant qu'étranger réfugié et hôte de la République démocratique du Congo, vous ne devrez pas prendre part à quelque mouvement politique que ce soit. » Ces messages furent également traduits en Kinyarwanda pour s'assurer que ceux qui ne parlent pas les Français les comprennent. La question qui se pose est de savoir s'il est donc établi que les Tutsis qui sont arrivés au Congo en 1959 et bien après sont incontestablement des réfugiés rwandais ou Banyarwanda, d'après le Congolais et les rapports du HCR, comment ont-ils alors pu passer des statuts des réfugiés rwandais ou Banyarwanda à celui de Banyamulenge? C'est le point le plus intéressant qui préoccupe beaucoup de Congolais aujourd'hui. En 1994, lorsque les troupes Tutsis de Paul Kagame prennent le pouvoir au Rwanda et que la pression des réfugiés rwandais, cette fois Hutus, s'exerce à nouveau sur les Zaïres, les parlementaires zaïrois décident de s'épancher sur cette question. Le 18 août 1994, une commission composée des 10 conseillers de la République est créée sous la présidence de Vangu Mambweni. Elle est immédiatement dépêchée à l'est du Zaïre pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans la région du Nord et Sud Kivu suite à l'entrée massive des réfugiés rwandais. Pour clore, je voudrais rassurer le Conseil que la République démocratique du Congo, pays épris de paix, respectueux des dispositions du droit international et des valeurs de la Charte des Nations Unies, va continuer à contribuer de manière constructive aux efforts de paix régionaux. La République démocratique du Congo ne se départira pas de sa vision. Elle veillera à renforcer sa coopération économique et intégratrice uniquement avec les partenaires sérieux et sincères pour un grand lac gagnant qui fait barrage à toute forme de prédation éhontée. Madame la Présidente, vous allez permettre qu'en 2 ou 3 mots, je puisse répondre à la confusion que le représentant du Rwanda vient de jeter dans l'esprit des membres du Conseil qui étaient pourtant bien éclairés tout à l'heure, parce que le représentant du Rwanda a amené dans le débat des éléments non vérifiés qui peuvent s'apparenter pratiquement au mensonge. Premièrement, s'agissant du génocide rwandais de 1994, parce qu'il a bien souligné que ce génocide a jeté ses conséquences sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais souligner un certain nombre d'éléments par rapport à cela. Il est tout à fait vrai que le génocide rwandais
a produit plus d'effets négatifs sur le territoire congolais que sur le territoire rwandais. Pour une raison simple. Depuis que ce génocide a eu lieu au Rwanda, la République démocratique du Congo subit des massacres à répétition de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Notez bien que depuis lors, plus de 15 millions de Congolais sont morts, alors que le génocide rwandais n'a occasionné que quelques 800 000 morts. Et parmi ces 800 000 morts, tenez-vous, il n'y a pas que des Tutsis dedans. Il y avait des Hutus modérés et il y avait une troisième tribu qui était concernée par ce génocide. Donc, qu'on ne montre pas les gants pour dire génocide Tutsi tout simplement. C'est le génocide rwandais. Deuxièmement, les causes profondes du conflit, parce qu'on en parle. Si nous devons aller aux causes profondes du conflit actuel, il faut rentrer justement à ce génocide. Mais le génocide ne commence pas par le génocide. Le génocide a commencé par un assassinat. L'assassinat du président rwandais Hutu de l'époque qui s'appelait Habyarimana. C'est là qu'a commencé le génocide. Et qui a été à la barre de cet assassinat? Voici ce que nous appelons les causes profondes du conflit actuel. Posez-vous la question, qui a tué le président Habyarimana? C'était au Rwanda, entre les Rwandais, et non pas en République démocratique du Congo. Madame la Présidente, vous allez permettre que je revienne sur une question sur laquelle j'ai beaucoup entendu parler ici, au risque de contaminer les membres du Conseil. Les Wazalendo, parce qu'on en parle ici, on veut les assimiler à des forces négatives. Ça serait un mouvement très dangereux. Les Wazalendo sont des patriotes congolais, des jeunes patriotes congolais, qui ont souffert des affres de la guerre, dont les parents ont été violés, pour beaucoup, par les troupes rwandaises sur le territoire congolais, dont les parents ont été assassinés à leur présence. C'est des jeunes gens qui ont souffert des affres de la guerre, qui aujourd'hui n'ont pour seul moyen de survie que de protéger le territoire de leur pays. C'est aujourd'hui, vous avez suivi le rapport qui a été présenté tout à l'heure là par OCHA. Combien d'enfants sont jetés dans la rue, dans les territoires du Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi? On est en train de préparer les Wazalendo de demain. Ces enfants deviendront des Wazalendo de demain. Mais il ne faudra pas les appeler des forces négatives. Ça serait malhonnête de considérer que des gens victimes d'une agression armée qui se défendent soient considérés comme un groupe armé. Ils ne sont pas un groupe armé. Enfin, et pour terminer, la contribution au maintien de la paix. Nous avons toujours contribué au maintien de la paix en respectant nos accords, en respectant tout ce que nous signons. Mais le Rwanda n'a jamais rien respecté. La preuve est que les troupes rwandaises se trouvent sur le territoire congolais pendant que nous parlons ici. Et le représentant des États-Unis a bien fait de demander au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. Ils ne le font pas, mais ils viennent brandir le génocide, le discours de haine. On ne les écoutera pas éternellement. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre